Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle d'une actualité qui pourrait changer la manière dont nos smartphones sont conçus, mais pas que. Parce que l'Union européenne veut imposer des batteries plus facilement remplaçables. Avec Mathieu, on se demande aussi si 2026 n'est pas tout simplement l'une des pires années pour le smartphone. Et finalement, on va parler de Nvidia avec leur RTX Spark, cette nouvelle génération de puces qui veut changer le PC pour faire tourner l'IA localement. Petit format un peu particulier cette semaine, avec nos emplois du temps, on a enregistré chacun de notre côté, mais on voulait quand même vous proposer nos petites actus de la semaine, prendre un peu de recul et garder ce rendez-vous avec vous. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. On essaye toujours de rester au cœur de l'actualité, notamment avec la WWDC qui s'est tenue en ce début de semaine, en ce lundi. On a voulu rester dans le cœur de l'action, dans le feu de l'action. C'est pour ça qu'on vous a proposé directement le mardi le sujet sur la WWDC, mais on va revenir dessus la semaine prochaine en se posant d'autres questions. Vous allez voir, ça va être bien sympathique parce que est-ce que les GAFAM n'arrivent plus à satisfaire leurs fidèles, en tout cas ceux qui adorent une marque, ou est-ce que c'est en train de basculer justement d'un écosystème à un autre? Bref, il y a plein de questions qu'on est en train de se poser et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à nous poser sur certains sujets ou si vous avez des idées de sujets qui pourraient vous intéresser, qui vous intrigueraient, et ben il y a la bulle vocale via le lien en description de l'épisode pour enregistrer vos questions et réagir au sujet qu'on aborde. Et évidemment, si vous voulez soutenir le podcast, laissez vos petites étoiles sur notre profil. Ça nous fait toujours super plaisir de lire vos petits commentaires. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément là-dessus. Et ça nous aide énormément aussi à le faire découvrir. Bref, pas mal de petites actualités en ce moment. Et surtout cette semaine, vous allez le voir. Alors on va commencer avec une décision européenne qui peut paraître très technique mais qui raconte en réalité beaucoup de choses sur l'avenir du design produit de manière générale parce que l'Union européenne pousse depuis plusieurs années les constructeurs à concevoir des appareils plus réparables, plus durables et moins dépendants de services propriétaires. Après avoir imposé l'USB-C il y a quelques années comme connectique commune pour de nombreux appareils électroniques, une décision qui a notamment conduit Apple à abandonner le port Lightning, rappelez-vous, sur l'iPhone, pour se conformer justement à cette réglementation européenne. Et après les discussions autour du droit à la réparation, il y a maintenant un autre sujet qui revient fort, les batteries remplaçables. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un nouveau règlement européen sur les batteries de manière générale, et l'objectif est assez simple, allonger la durée de vie des appareils électroniques, réduire les déchets, limiter le gaspillage de ressources et encourager une économie plus circulaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un smartphone devient difficile à utiliser à cause d'une batterie usée, beaucoup d'utilisateurs, vous comme moi, préfèrent changer d'appareil plutôt que remplacer la batterie. C'est plus simple et généralement peut-être moins coûteux, ça dépend évidemment de l'ancienneté, si je puis dire, du smartphone et de la batterie. Et puis, moi, je sais que j'ai remplacé beaucoup de batteries de proches, par exemple, parce qu'ils aiment bien garder leur smartphone plus longtemps. Et généralement, je passe par iFixit, qui ont des super tutos. J'ai acheté carrément le kit complet, comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier avec plein de petits trucs différents et puis j'utilise ce kit pour plein de choses quand j'ai besoin de bricoler à la maison, bref, peu importe. Mais c'est vrai qu'ils ont des super tutos, ils ont des super produits et c'est bien guidé et donc du coup dessus on peut acheter à la fois les composants individuellement, que ce soit la batterie, un écran ou autre, si vous avez d'autres problèmes avec votre produit. Et franchement, c'est hyper bien foutu. Là récemment, j'ai acheté une nouvelle batterie pour le MacBook. Rappelez-vous de cet ordinateur, le MacBook tout court, ça s'appelait comme ça. Je sais plus en quelle année c'est sorti, mais bref, peu importe. Et voilà, je l'ai acheté pour mon père qui a fait le remplacement lui-même et ça s'est super bien passé. Quoi qu'il en soit, à partir de février 2027, le règlement 2023-1542 entrera en vigueur. À partir de cette date, dans les pays de l'Union européenne, les batteries portables intégrées dans certains appareils devront pouvoir être retirées et remplacées plus facilement par l'utilisateur, sans outils spécialisés ni procédures réservées aux centres de réparation agréés. Évidemment, quand on lit ça, on pense tout de suite à l'iPhone, aux smartphones Android, aux tablettes, aux écouteurs sans fil et même aux consoles portables, et à tous ces produits qui sont devenus de plus en plus fins, de plus en plus collés et de plus en plus fermés. Parce qu'on a longtemps accepté une logique industrielle très claire. Pour avoir un produit plus fin ou plus premium, plus étanche même et plus performant, il fallait sacrifier l'accès à certains composants. Et la batterie est devenue un élément invisible. Le smartphone moderne, c'est un objet ultra dense et intégré, presque monolithique. On l'ouvre plus, on le remplace, on le fait réparer ou on l'abandonne.
Et pour comprendre un petit peu pourquoi cette évolution est importante, faut se rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, la plupart des téléphones avaient une batterie amovible. On pouvait retirer la coque arrière, changer la batterie en quelques secondes, transporter une batterie de secours ou remplacer soi-même un composant vieillissant. Et puis les constructeurs ont progressivement abandonné cette approche. Je me rappelle quand même d'un smartphone, le LG G5, qui avait un petit fermoir juste en bas du smartphone qui pouvait se déclipser. Donc on appuyait sur deux boutons pour pouvoir enlever le bas du smartphone et pouvoir justement changer cette batterie très facilement, alors que c'était un smartphone et c'était très bien intégré, et surtout ça servait aussi à ajouter des modules dessus. Enfin bref, j'ai adoré ce smartphone que j'avais traité sur la chaîne il y a longtemps. Mais bref, ça m'a fait penser à ça parce que c'est vrai que c'était une manière hyper astucieuse de pouvoir changer facilement et rapidement la batterie. Mais en tout cas, je me rends compte que les attentes ont vachement changé. Les consommateurs de manière générale veulent des appareils plus fins, plus élégants évidemment, et les fabricants, voulant améliorer l'étanchéité et optimiser l'espace interne, intégrer davantage de composants, et bah tout ça doit être remis en cause. Et la batterie amovible, c'est devenu l'une des victimes de cette course à l'intégration. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les smartphones coûtent parfois plus de 1000 euros et on veut conserver nos smartphones plus longtemps. Donc les préoccupations environnementales sont devenues centrales dans cette discussion. Et surtout, les gains technologiques d'une génération à l'autre sont moins spectaculaires qu'avant. Quand un téléphone peut durer facilement 5 ou 6 ans, la question de la batterie devient beaucoup plus importante. Parce que la batterie, ça reste l'un des éléments de composants qui se dégradent naturellement et le plus vite avec le temps. Même si le processeur reste performant, même si l'écran est toujours excellent, même si l'appareil photo reste compétitif, une batterie usée peut transformer une excellente expérience en une frustration quotidienne. Et c'est là que l'Europe vient remettre une tension dans l'équation. Est-ce qu'un bon design aujourd'hui, c'est uniquement un design fin et parfait, ou est-ce que le bon design, c'est aussi un design qui peut durer, se réparer, évoluer, survivre à sa première batterie? Le cas de l'iPhone est particulièrement intéressant parce que Apple a construit toute une partie de son identité sur cette intégration totale. L'iPhone est pensé comme un bloc cohérent où chaque élément est optimisé pour l'expérience globale. Et la batterie, c'est pas un composant qu'on manipule, c'est justement une partie invisible du produit. Mais Apple, elle n'est pas le seul concerné, clairement. Samsung, Google, Xiaomi, Honor, Oppo et pratiquement tous les grands fabricants vont devoir réfléchir à de nouvelles approches. Certains travailleraient déjà sur des systèmes de fixation plus simples, des adhésifs plus faciles à retirer ou des architectures internes plus modulaires. Petite spécificité par contre sur ce règlement, la règle ne s'appliquera apparemment pas aux appareils qui réunissent deux caractéristiques. Une étanchéité certifiée à IP67 et une batterie qui conserve 80% de sa capacité après 800 cycles de charge. Donc a priori, l'iPhone ne serait pas concerné par cette batterie amovible, d'autres constructeurs également, on pense à Samsung évidemment. Donc bon, a priori, sur les modèles les plus récents, ces deux conditions étant remplies, Apple ne serait pas touché. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que cette réglementation pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la batterie en elle-même. Quand une entreprise est obligée de rendre un composant plus accessible, elle doit souvent repenser l'ensemble de son architecture produit. Et ça peut aussi influencer la conception interne, les matériaux utilisés et les méthodes d'assemblage. Et ça, la manière dont les produits sont commercialisés peut radicalement changer en fonction. On peut aussi se demander si cette évolution va favoriser certains acteurs. On a déjà parlé sur ce podcast des entreprises comme Fairphone qui ont justement construit toute leur identité autour de la réparabilité et de la modularité. Pendant longtemps, elles ont été considérées comme des exceptions, et d'ailleurs c'est encore le cas sur le marché, mais si ces règles du marché évoluent, certaines de leurs idées pourraient devenir beaucoup plus pertinentes. Évidemment, les constructeurs soulignent aussi le défi que c'est de proposer une batterie amovible, une batterie plus facilement accessible. Ça pose des questions de sécurité, de résistance à l'eau, de robustesse, même si on l'a vu, les smartphones avec une étanchéité certifiée IP67 seraient a priori exempts de ce règlement. Et puis il faut pas oublier que les batteries lithium-ion, c'est pas des composants anodins. Elles doivent être protégées contre les chocs, les perforations, les manipulations incorrectes. Donc bon, la question, c'est pas forcément de revenir au téléphone à coque amovible comme dans les années 2000. Peut-être qu'un concept comme le LG G5 pourrait revenir à travers des boîtes comme Fairphone. Et surtout, personne n'a envie d'avoir un smartphone cheap dans la main. On n'est plus du tout dans cette époque. Mais il y a peut-être un espace entre le smartphone jetable et le smartphone démontable avec un tournevis de laboratoire. Et ce que l'Europe impose, au fond, c'est une nouvelle contrainte de design, peut-être ? Et parfois, ces contraintes forcent justement l'industriel à être plus créatif. L'histoire du design industriel est remplie d'exemples comme ça, où une contrainte réglementaire a finalement conduit à de meilleures solutions.
Et pour Apple, Samsung et les autres, ça va être comment rendre une batterie plus accessible sans détruire cette expérience plus premium. Évidemment, derrière cette question se cache peut-être un débat encore plus large. Est-ce que la prochaine grande innovation dans la tech sera forcément une nouvelle fonctionnalité spectaculaire ou justement une techno qui prendra la forme d'un objet mieux conçu pour durer? C'est un sujet tech, design et même industriel ultra passionnant et je vous invite à utiliser la bulle vocale pour nous partager votre avis. C'est ouais, très cool, hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, on avait vu ça avec l'USB-C et tout le monde était content de voir Apple basculer là-dessus, moi le premier. Donc ouais, voilà, on verra ce que ça donne. L'avenir nous le dira et dans tous les cas, en février 2027, on aura une réponse. Moi, j'avais envie dans cette bulle de la semaine de vous parler d'un objet que vous avez tous dans la poche, voire même actuellement entre vos mains et qui est en train de vivre une crise absolument sans précédent. Pour faire simple, on va parler du marché mondial des smartphones qui est en train de traverser sa pire année jamais enregistrée. Si on regarde les prévisions qui ont été données par Counterpoint Research et IDC, les livraisons mondiales de smartphones, elles ont plongé de près de 14% cette année, plus précisément à 13,9%, pour tomber à environ 1,08 milliard d'unités en 2026. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le volume annuel le plus faible que l'industrie ait connu depuis 2013. On est quand même sur un recul de plus de 10 ans en arrière. Mais alors, pourquoi un tel crash? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots. Pénurie et géopolitique. On a déjà la guerre des puces. On fait face à une grave pénurie des puces mémoire, une crise qui a commencé à tout bouleverser en 2025 et qui s'est aggravée cette année. Les coûts d'approvisionnement en mémoire, que ce soit au niveau de la DRAM mobile, mais aussi de la NAND qui est responsable du stockage, ils ont littéralement explosé de plus de 80% par rapport à l'année dernière. Alors déjà, il y a le contexte mondial qu'il faut prendre en compte. Cette situation, elle a empiré par des facteurs macroéconomiques lourds. On parle de la hausse du prix du pétrole, les perturbations des transports liées au conflit en Iran, le fameux détroit d'Ormuz, et donc ces tensions persistantes qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe. Il faut aussi compter sur le fameux hold-up de l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé dans ce podcast. C'est peut-être encore une fois le point le plus fou, mais l'expansion massive des infrastructures d'IA par des géants comme Meta, Alphabet et Microsoft, OpenAI et bien d'autres, il a complètement aspiré l'offre des puces mémoire. Les fabricants de composants, ils préfèrent logiquement vendre leurs puces pour les centres données à ces géants de la tech qui sont capables de mettre le prix, car du coup, c'est beaucoup plus rentable que l'électronique grand public. Le smartphone, dans cette équation, il passe clairement au second plan. Alors forcément, quand les composants ils commencent à coûter plus cher et qu'ils sont rares, qu'est-ce qui se passe en caisse? Eh ben concrètement, oui, c'est nous les consommateurs qui vont en pâtir et les chiffres, ils font mal. Alors déjà, on a une envolée des prix. Au premier trimestre, les prix de gros des smartphones, ils ont augmenté de 14% dans le monde. Le prix de vente moyen d'un téléphone, il a même atteint un record absolu de 550 $, soit une augmentation brutale de 100 $ par rapport à 2025. Il y a aussi la fameuse fracture du marché, et c'est là que le comportement des consommateurs il devient super intéressant à analyser. Le marché, il se coupe littéralement en deux. D'un côté, on a le haut de gamme, les téléphones à plus de 800 $, qui eux restent super résilients. Ils arrivent plus ou moins à maintenir, on va dire, le même statut, même si quand même on voit une augmentation aussi sur le segment du premium. Il y a ceux qui ont le budget et qui continuent d'acheter ces fameux modèles. Et de l'autre côté, c'est l'hécatombe totale, pour l'entrée de gamme notamment, puisqu'il est frappé de plein fouet à cause de cette fameuse contraction des offres en mémoire, la fameuse LPDDR4. Un exemple qui est frappant, c'est si on regarde l'Inde. C'est un marché qui est quand même immense et très dynamique. Et leur expédition de smartphones d'entrée de gamme, il a chuté de 46% au premier trimestre. Ça veut dire que les Indiens, ils ont voulu potentiellement changer de téléphone et face à cette pénurie des composants et cette augmentation assez brutale des prix, finalement, on va garder le téléphone encore un peu de temps, voir si cette crise passe, sachant qu'il faut le comprendre, cette crise, elle n'est pas annoncée avant potentiellement un ralentissement, voire une redescente potentielle, ça on ne sait même pas, aux alentours de 2029, voire 2030. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les consommateurs? Ça signifie que si on veut un téléphone abordable, nos options, elles se réduisent comme peau de chagrin. Les consommateurs, ils sont pris au piège. Soit ils gardent leur vieux téléphone plus longtemps, soit pour les plus malins d'entre nous, eh bien, on va passer par la case occasion, seconde main, soit pour ceux qui ne veulent pas passer par cette offre-là, ils sont forcés de casser leur tirelire pour monter en gamme. Les marques chinoises historiques comme Xiaomi,
Oppo et Vivo, ils en souffrent énormément, car elles dépendent beaucoup aussi de ces consommateurs qui sont sensibles au prix et qui font face à une compression sévère de leurs marges. Il y a d'ailleurs une chose que j'ai analysée sur une de mes vidéos YouTube que je vous invite à aller voir, c'est l'évolution du prix de la fameuse gamme T chez Xiaomi. En général, Xiaomi sort des téléphones comme par exemple cette année le Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, et ils ont ensuite une gamme qui est un peu le flagship killer, qui était la Xiaomi 17T et 17T Pro. Sauf que en analysant un petit peu, depuis environ 2020-21 de mémoire, ce prix-là, de cette gamme-là, il a augmenté de près de 24%. Et par exemple, ce que nous on appelait le flagship killer, le Xiaomi 17T Pro, dans sa gamme la plus haute, avec le plus de stockage et le plus de RAM, il est passé à 999,99 euros, ce qui est quand même symboliquement quelque chose d'assez fou, puisque là, on est carrément au prix des téléphones premium. Donc, si vous voulez aller comprendre un peu ce qui se passe, et il n'y a pas que les effets de ce que je vous ai annoncé hein, sur la crise des composants et la crise géopolitique, il y a d'autres sujets aussi également qui s'y entrent en ligne de compte, et ça parle notamment des voitures, des autres produits de la marque Xiaomi. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse hein, sur ma chaîne YouTube. Mais voilà un petit peu où on en est. Il y a quand même ces marques-là qui ont un peu fait leur image de marques qui étaient vraiment accessibles, qui proposaient même parfois du premium à des prix défiant toute concurrence. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'au milieu de ce champ de ruines, il y a un acteur hein, qui défie toutes les lois de la gravité cette année, c'est Huawei. On en parle souvent de Huawei, et là encore une fois, faut croire qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Comme je vous ai dit, hein, toutes les marques, elles sont prises en étau. Eux, Huawei, c'est la seule marque nationale chinoise qui ont des expéditions de smartphones qui sont prévues à la hausse en 2026. C'est une exception absolue hein, dans un marché qui, vraiment, encore une fois, est face à un déclin que je dirais historique. C'est fascinant hein, d'ailleurs quand on y pense parce que malgré les sanctions passées et un marché qui s'effondre tout autour d'eux, ils réussissent là où tous les pronostics les donnaient perdants face à une vente de smartphones mondiale qui dévisse dans le monde. Ça pose des vraies questions hein, sur leur capacité d'approvisionnement en interne, leur stratégie de composants et la fidélité de leur base d'utilisateurs en Chine. Et donc voilà, moi, ce décryptage que je voulais vous proposer dans cette bulle de la semaine sur un marché du smartphone qui tangue, des prix qui explosent et des géants de l'IA qui raflent toutes les puces. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me tourner vers vous, hein, qui êtes en train de m'écouter. Comment est-ce que vous vivez cette situation concrètement? Est-ce que vous n'avez pas du tout perçu l'impact de toutes les problématiques que je viens d'évoquer et que pour vous, vous êtes toujours un petit peu, on va dire, dans un rythme de croisière au niveau du changement de vos téléphones? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette hausse de prix et ça vous a déjà forcé à repousser l'achat d'un nouveau téléphone? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez fini par craquer par un modèle ultra premium en vous disant je vais prendre un téléphone très très cher, mais il me durera très longtemps. Dites-moi tout ça dans la bulle vocale, on aura hâte de décortiquer vos réponses avec Quentin et Rewan. Et pour cet enregistrement un petit peu particulier qui se passe comme si on était de retour en plein Covid, j'ai décidé de vous parler de la Nvidia RTX Spark, la dernière annonce de Nvidia ce 31 mai 2026 au Computex 2026. Alors, vous l'avez peut-être entendu passer, mais qu'est-ce que c'est exactement la RTX Spark? C'est une super chip, un système sur puce, donc un SoC, qui sera principalement utilisé pour Windows sur ARM. C'est pas juste une carte graphique, il faut bien comprendre que un système on chip, c'est comme ce qu'il y a dans vos smartphones avec notamment les puces Qualcomm, etc. C'est l'entièreté de la puce, du CPU, du GPU, de la RAM qui est vraiment sur une puce. Donc ça fusionne un CPU Grace de 20 cœurs, un GPU Blackwell RTX de 6144 cœurs CUDA, donc on est à peu près sur un peu plus d'un quart comparé à ce que peut proposer une RTX 5090 en termes de corps CUDA, ce qui reste quand même parfaitement respectable. Nvidia annonce des performances pour du AAA sur de la résolution de 2K, ce qui est vraiment pas mal sur une puce mobile, et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Donc quand on parle de mémoire unifiée, on parle de mémoire qui sera partagée à la fois pour le système d'exploitation et à la fois sur la partie graphique, tournée évidemment pour faire tourner des agents IA en local.
Comme en général, ce qu'on va se demander en premier lieu, c'est combien va coûter cette nouvelle puce de 3 nanomètres. On estime, d'après les premières spéculations qu'on a, qu'on serait entre les 1900 et les 2900 dollars selon Morgan Stanley, donc aux alentours des prix proposés par les MacBook Pro. Ce qu'on n'arrive pas à savoir aujourd'hui, c'est est-ce que c'est simplement le prix de la puce qui va être ce prix-là, ou est-ce que ça va être vraiment le prix de tout les composants constituant ces ordinateurs, puisque oui, a priori, ça va être embarqué sur des ordinateurs, puisque ce sera supporté par notamment Windows sur ARM. On n'en sait pas plus au niveau de notamment la compatibilité avec x86 sur de l'émulation, de la vraie autonomie, sachant qu'ils ont annoncé que si ça allait sur des PC portables, qu'on serait en droit de s'attendre à une autonomie qui serait équivalent à ce qu'on a sur les produits Apple avec les dernières puces silicone. Ce qui est assez fou pour des GPU de cette performance qui permettent de faire tourner du GPU en local qui, très honnêtement pour moi, est le futur de l'agentique IA. Ça va être se débarrasser de toutes les solutions cloud, etc. mais d'avoir les capacités de faire tourner ses propres modèles locaux chez soi, sur son propre matériel et peut-être même des fois directement embarqués sur nos périphériques. C'est d'ailleurs l'axe selon lequel Jensen Huang de Nvidia l'a présenté effectivement comme le PC réinventé pour l'ère de l'IA agentique personnelle, passant de l'outil à coéquipier, donc c'est-à-dire le tool to teammate, en fin de compte l'assistant IA qui vient améliorer notre quotidien. La promesse du marketing, pendant 40 ans, vous lancez des applications, clic, clavier, etc. Donc l'interface traditionnelle homme-machine. Maintenant, avec RTX Spark et Windows, vous le demandez et votre PC le fait. Donc la promesse de rompre directement l'interaction clavier avec la souris et de plutôt se tourner vers un mode employé, c'est-à-dire on donne la tâche et le PC s'exécute comme si on parlait finalement à un de nos collègues ou finalement à un subordonné. Je vais évidemment pas vous détailler l'entièreté des spécifications techniques, c'est pas l'objectif et quand bien même ce serait pas très intéressant. Par contre, il y a un sujet qui est relativement intéressant en matière de cybersécurité, évidemment que je rajoute ma petite patte, c'est le fait d'avoir des IA qui pilotent le système d'exploitation. Là où Nvidia et Microsoft, ils ont co-développé la pile de sécurité pour faire tourner les agents IA sans compromettre la machine, je demande à voir, puisque apparemment, il y aurait carrément des nouvelles primitives de sécurité Windows qui permettraient de gérer l'identité en fin de compte de l'IA, son confinement, ses politiques, etc., directement depuis intégré dans dans le système d'exploitation, comme si c'était finalement un opérateur, le runtime open source Nvidia OpenShell, qui crée un véritable bac à sable isolé au niveau du noyau directement pour chaque agent qui serait appelé. Ça peut être quelque chose, une technologie qui serait potentiellement à revoir même dans les usages en entreprise, puisqu'il y a beaucoup de solutions qui reposent aujourd'hui sur du Linux pour piloter l'IA, là où dans les entreprises, ils ont effectivement du Linux comme partout, mais Windows reste quand même un élément majeur au sein des infrastructures, donc à voir, ça pourrait peut-être faire même devenir Windows une alternative crédible à Linux dans le cas où les gens qui seraient davantage enclins à faire des infrastructures plus sécurisées auraient un moyen fiable de se tourner directement vers du Windows plutôt qu'une stack Linux qui serait personnalisée et durcie par la suite. Donc je serai très attentif à ce point-là quand Nvidia aura effectivement envoyé les produits et qu'on aura les premiers tours. Les créatifs sont pas forcément laissés derrière, puisque j'ai parlé tout à l'heure très rapidement du gaming, avec notamment l'utilisation pour du gaming en AAA 4K. Sachez que côté Adobe, il y a effectivement des partenariats qui ont été annoncés avec 2 fois plus de performance IA. Blackmagic qui fait du DaVinci Resolve, etc. Blender avec le support du DLSS 4.5, la Ray Reconstruction, etc. Comfy UI, CapCut, des studios du jeu Krafton, NetEase, Riot Games, même Xbox. Évidemment qu'ils allaient mettre Xbox là-dedans, bien qu'il y ait un recul de Copilot qui a été pris par la nouvelle direction de la nouvelle boss de Xbox. Ça reste quand même intéressant de voir que les cas d'usage de cette puce se cantonnent pas simplement à l'IA appliquée à l'agentique, mais également au pilotage des nouveaux outils qui va être aussi très intéressant dans le développement de l'IA. Petit point bourse, effectivement, comme à chaque fois dans ce type d'annonce, ça a dévissé. Quand on regarde les chiffres de clôture des séances du 1er et du 2 juin sur la CNBC, Nvidia plus 6,1%, ARM Holdings plus 16%, alors qu'on a un recul marqué de Intel de 3,5%, Qualcomm de 6,9%,
Et AMD, petit joueur, 0,7%. C'est l'entrée de Nvidia dans le marché du CPU PC, chose qui avait toujours été laissée à Intel et à AMD jusqu'à présent, voire même un petit peu Apple, si on peut considérer qu'anciennement il y avait quand même des cartes graphiques à la fois Nvidia et à la fois AMD dans leur machine. Sur ce point, c'est d'ailleurs une analyse intéressante que Ben Banjarin de Creative Strategy nous a donnée, puisqu'il parlait du fait que le seul segment networking de Nvidia, donc networking, on parle de tout ce qui est vente au data center, etc., qui a réalisé environ 15 milliards de dollars de vente au cours du dernier trimestre de 2026, on estime qu'il sera au moins 20 fois plus gros que l'activité PC de Nvidia, en ajoutant que le PC, il est très sous-pénétré pour Nvidia. En fin de compte, c'est plutôt une histoire de gagner des parts pour une histoire de edge, donc c'est-à-dire d'aller au bout de ce qui est possible de vendre directement auprès du consommateur, d'aller vers le B2C, puisque l'enjeu, en fait, pour Nvidia, ce serait pas tant de faire du volume dans un premier temps, mais d'imaginer la RTX Spark comme étant un produit qui est techniquement viable pour une vente en volume, c'est-à-dire que l'adoption soit presque aussi forte que ce qui était le cas aujourd'hui pour notamment les MacBook Pro ou les Mac mini qui étaient du coup devenus des grands objets plutôt appréciés des différents opérateurs qui voulaient faire tourner des modèles IA en local auprès du grand public. On imagine d'ailleurs que pour que ce soit à peu près viable pour Nvidia et pour le consommateur, il faudra atteindre les $1 500 de prix de vente, finalement pour que le consommateur moyen puisse se l'acheter, et tout ça en anticipant le fait qu'il y aurait une baisse des livraisons qui serait prévue sur le segment du PC mondial en 2026 à cause de tout ce qu'on sait des pénuries mémoire, de la hausse des coûts, du coût des composants. On parlait la semaine dernière du fait que le Steam Deck, il avait bouffé plus 300 € dans la bouche. Il faut savoir que c'est aussi à cause c'est principalement d'ailleurs à cause de la crise IA. Sachez que moi de mon côté, je serais très attentif à ce produit-là, puisque effectivement, moi c'est typiquement le cas d'usage que j'en aurais, d'un petit PC, pas forcément à prendre avec moi, à voir s'il y a une version desktop qui sortirait pour un usage plutôt à domicile, mais pour créer ses propres agents et les faire tourner en local, surtout dans une consommation électrique qui serait réduite. Aujourd'hui, ça coûte quand même très cher de faire tourner ces modèles IA quand on voit ce que ça consomme. À voir, dites-moi ce que vous en pensez avec une petite réaction en vocal dans la bulle vocale. Nous, ça nous intéresse toujours d'avoir votre avis. Et à voir si vous avez des techs différentes, si au contraire vous pensez que Nvidia va complètement se planter avec la RTX Spark. Je serais curieux d'avoir votre avis. Voilà en tout cas pour cet épisode de Bubble, j'espère vraiment qu'il vous a plu, un petit peu atypique, on vous l'a dit, puisqu'on a enregistré chacun notre news de notre côté cette semaine, exclusivement, parce que la semaine prochaine on revient avec un sujet très fort, je vous le disais, pourquoi les GAFAM n'arrivent plus à satisfaire les fidèles. On a bien réfléchi à la question et on réagira aussi entre la Google I.O. qui s'est déroulée récemment et la WWDC 26 d'Apple. On a pris beaucoup de notes et surtout c'est des sujets qui sont assez passionnants et c'était les grandes messes qui sont désormais passées. Plus qu'à attendre septembre pour voir le reste. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Apple Podcast, Spotify et même sur YouTube si vous voulez manquer aucun des prochains épisodes parce que Bubble, c'est 2 fois par semaine. Merci de nous avoir écoutés. À très vite.